Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphane et je vous souhaite la bienvenue en Daronie. Avant de démarrer, je voudrais sincèrement vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode. Vos retours ont été très chouettes et m'ont fait très chaud au cœur. Vos commentaires sont une motivation supplémentaire pour moi à continuer mes efforts afin de faire de ce podcast un contenu à la fois intéressant et agréable. Sur ces bonnes paroles, attaquons donc ce nouvel épisode où, contrairement à ce que j'avais annoncé précédemment, nous ne parlerons pas de la grossesse car il y a probablement bien trop de choses à dire pour que tout cela tienne sur un seul épisode, surtout si on veut garder un format proche de la demi-heure. Je vais en revanche bel et bien vous parler de l'annonce de la grossesse et plus précisément de ma réaction à l'annonce de bébé. Cette réaction ayant été un peu atypique, je vais donc vous tenter de vous expliquer dans quel contexte de ma vie cette annonce est arrivée. Ce que j'ai ressenti lorsque j'ai appris que j'allais être papa, vous parler d'hypersensibilité, de mon schéma de pensée, et enfin de cette annonce en plein burn-out. Petit trigger warning également, sachez qu'on va parler aussi un petit peu dans cet épisode du sujet de l'avortement. Et je sens que je vais pas me faire que des copains, mais c'est pas grave. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Alors pour comprendre un peu les réactions que je vais vous décrire au fil de cet épisode, il faut que vous sachiez quelque chose sur moi, sur mon type de personnalité. Sans ça, vous allez me prendre pour un dingue et vous allez rien comprendre. Il se trouve que je suis ce qu'on appelle communément un hypersensible. Alors non, ça ne veut pas dire que je pleure comme une madeleine devant Titanic. En plus, j'ai même pas aimé Titanic. Oh, quoi ? Remboursé ? Non, je n'ai pas aimé Titanic, point. Ce n'est pas une maladie non plus, c'est simplement un trait de caractère. Il existe des tas de signes qui indiquent que vous êtes hypersensible, mais pour la faire courte, disons que j'ai une palette de ressentis plus importante que la moyenne. Pour vous expliquer, quand je discute avec quelqu'un, je vais pas juste écouter les mots qui sortent de sa bouche, je vais être ultra attentif à l'intégralité de son non-verbal. La moindre variation du ton de sa voix, sa posture, son changement de posture, son regard, ses mimiques au coin de sa bouche, etc. Mon cerveau va processer un nombre de paramètres ahurissants tout le temps, en permanence, et va tout évaluer pour me donner une impression, une analyse ultra précise de ce qui se passe devant moi. Alors attention, ça fait pas de moi un génie, loin de là, et même parfois je me trompe, comme tout le monde, ça fait juste de moi un gars de qui on dit qu'il a généralement un peu plus d'instinct que la moyenne, tout simplement parce que je vois plus d'infos. Allant de pair avec l'hypersensibilité, je suis aussi hyper empathique. C'est-à-dire que je vais capter les émotions des gens que je vois, et je vais ressentir à mon tour leurs émotions. En clair, votre pote qui vient vous raconter à quel point il ou elle a le cœur brisé, moi je le vis comme si c'était mon cœur à moi qui éclatait en morceaux. Le revers de la médaille de cette hypersensibilité, c'est qu'à force de capter, inlassablement, tout le temps, sans interruption, cet incalculable flux de données, d'émotions, mon corps et mon esprit peuvent parfois se retrouver hyperstimulés. Et donc tout simplement se retrouver en état de saturation sensorielle, verbale ou émotionnelle. En clair, à un moment, je suis obligé de fermer boutique. Voyez-le comme un grand rideau de fer qui tombe d'un coup, hop, plus de son, plus de lumière, erreur 404, merci de laisser un message, je vous rappellerai ultérieurement. Tel un ours, j'ai besoin d'aller me réfugier dans ma Batcave et d'être seul pendant un temps. Et ça date pas d'hier. Souvenez-vous, depuis que je suis tout petit, j'étais bully d'être différent, alors autant vous dire que mon hypersensibilité, ça fait des années que je l'enfouis sous des couches et des couches de béton armé, travaillant cette image de moi, de quelqu'un d'imperturbable, d'infaillible, bref, un roc. Je ne m'en sers donc que quand ça m'arrange, c'est-à-dire en général pour savoir si on essaie de me la faire à l'envers ou pas, ou quand je suis avec des gens qui me sont très proches. Et en parallèle, je développe un esprit hyper analytique, critique, rationnel au possible, et donc pas le plus émotionnel du monde. Et petite devinette, vous savez ce qui se passe quand on enfouit des émotions dans une cocotte minute ? Spoiler, ça pète. Voilà, maintenant ouvrez votre mémoire, rangez cette info hypersensible dans la boîte numéro 1, on y reviendra plus loin. Nous sommes donc début novembre 2022, cela faisait donc environ 1 an que Rafa ne prenait plus la pilule, et toujours pas de bébé à l'horizon. En plus de ça, son endométriose faisait que ses règles étaient ultra bordéliques, sporadiques, complètement irrégulières, voire inexistantes. Impossible donc de se caler sur les règles pour se dire « tiens, je suis en retard, faisons un test de grossesse ». Genre, comprenez un peu le truc, il nous était impossible de nous caler sur The Indicator que tout le monde, tout le commun des mortels utilise pour se dire « puisque je serais pas enceinte là, dis donc ». Et puis pour être honnête, de mon côté, j'y pensais de moins en moins. En effet, depuis quelques mois déjà, Rafa accumulait encore quelques soucis de santé. Nous avions découvert qu'elle souffrait d'hypothyroïdie et d'hyperinsulinisme. En résumé, ses hormones étaient en mode « fuck off, moi je stocke la graisse et je vous emmerde », d'une part,
Et d'autre part, son pancréas s'y mettait aussi en disant « À chaque fois que tu vas bouffer des glucides, je vais te libérer une quantité massive d'insuline, cramer tout ton sucre en 2-2 et te foutre en état d'hypoglycémie. » Bref, encore un truc bien sympa. Mais pour le coup, une fois diagnostiqué, contrairement à l'endo, on savait quoi faire. Son endocrinologue lui avait prescrit un traitement hormonal, des compléments alimentaires adaptés, et un régime strictement sans glucides pour d'une part remettre ses états d'inflammation au repos et calmer un peu son générateur d'insuline par ailleurs. On a commencé à faire recherche sur recherche et j'ai commencé à lui préparer des petits menus aux petits oignons, lui permettant de stopper tout glucide, équilibrer le reste, tout en restant quand même bon et appétissant. Alors, petit avertissement, ne vous amusez pas à vous lancer dans des régimes low carb sans être suivi par un médecin, voire un endocrino, c'est vraiment chaud ces trucs sans un suivi approprié. Bref, cela fait plusieurs semaines que Rafa arrivait à bien s'y tenir, quand quasi du jour au lendemain, elle a commencé à avoir un vrai dégoût du saumon, de la truite, etc. Bon, après il faut savoir aussi que ça faisait notamment partie de son petit déjeuner sur des petits pains Alsa. Bon, pas de pub, ce n'est pas sponsorisé. Je la revois encore me regarder avec ses yeux fatigués et tristes, à me dire « Steph, vraiment, c'est pas de la mauvaise volonté, mais juste j'en peux plus. » Ça, c'était le premier signe. Le week-end suivant, ma mère venait pour son premier week-end bruxellois. Le jour de son départ, nous allons au resto pour faire un petit brunch. Rafa commande un golden latte et étonnamment oublie de demander du lait végétal, car elle est intolérante au lait de vache, dans un contexte où il faut minimiser les états inflammatoires, erreur. Après quelques gorgées, elle s'en rend compte et on en recommande un autre, et je prends son café, mais le mal est fait. Avant la fin du repas, la voilà déjà nauséeuse, à tel point qu'elle rentrera à la maison pendant que je raccompagne ma mère à la gare. On met ça sur le dos du lait de vache, mais c'était le deuxième signe. Le lendemain matin, nous sommes le 8 novembre 2022, et nous recevons à la maison le jeu Switch Ring Fit. Depuis quelques semaines déjà, Rafa parle de se remettre doucement au sport pour accompagner sa remise en forme médicale. Mais elle est souvent très fatiguée et prendre ses baskets pour aller courir lui demande un effort difficilement surmontable. Après m'être renseigné, le jeu Ring Fit semble être une solution parfaitement viable. Ça semble bien foutu, les avis sont bons, les exercices me semblent à la fois pertinents et bien décrits, et puis surtout, ça a l'air chouette et ludique. Ok, je lui prends et je garde la surprise. Ce jour-là donc, nous recevons le colis, je lui dis « Tu te souviens, tu m'avais dit que tu voulais faire du sport, mais qu'en ce moment c'était compliqué, tout ça, blablabla. Bon bah tiens, je t'ai pris ça. » Et je lui offre. Rafa ouvre le bousin, découvre le truc, me regarde la boîte, s'assoit sur le fauteuil et fond en larmes. Petit instant de stupéfaction, je la regarde, à la fois ébahi et interdit. Mais qu'est-ce qui se passe, ça va pas, ça te plaît pas? Rafa hoche la tête et, entre deux sanglots, me lance dans un torrent de larmes. T'es gentil! Ok, à la fois décontenancé, rassuré et juste paumé, j'éclate de rire. Je la rassure, et ben alors, qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique qu'elle a pas d'explication, que c'est juste l'émotion qui la submerge, que ça doit être les hormones avec son traitement de la thyroïde. Ça, c'était le troisième signe. Ah, au fait, je vous ai dit qu'elle était aussi hypersensible? Non? Bon ben on est deux hypersensibles. Voilà, je pose ça là, ouvrez votre mémoire et mettez cette info dans la boîte numéro 2. On y reviendra. Rafa se calme, elle va se reposer dans la chambre. Je suis dans le salon, je tiens cette boîte de Ring Fit, et là, ça fait tilt. Le dégoût du saumon, les nausées, les sautes d'humeur, oh putain de nom de Dieu. Toute mon hypersensibilité, tout mon instinct me pousse à formuler cette idée. Dis Rafa, juste comme ça, tu serais pas enceinte à tout hasard? Tu ferais pas un test de grossesse? Alors, on va faire une petite pause dans le récit à ce moment pour vous expliquer un troisième truc. Là, je vous liste ce que j'ai appelé les signes. Donc pour vous, c'est évidemment obvious que Rafa est enceinte. Mais ça, c'est parce que vous connaissez la fin, bande de divulgateurs invétérés. Mais pour Rafa et moi, à ce moment, ça n'a rien d'évident. Car si on prend les choses rationnellement, on peut y dépeindre un tout autre tableau. Déjà, fun fact, à ce moment, Rafa n'y croit pas une seule seconde. Elle a réalisé une échographie la semaine dernière pour s'assurer qu'elle n'avait pas de syndrome des ovaires polykystiques. Et la réponse était « Eh bien non madame, tout va bien, tout est parfaitement normal. » Comme quoi, quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Deuxièmement, les nausées et les sautes d'humeur. Je vous rappelle que Rafa est sous un gros traitement hormonal. Rien ne tourne vraiment à la normale dans son système, elle est fatiguée depuis des mois, elle se sent vidée de son énergie, moralement, elle est pas dans sa quintessence la plus flamboyante, quoi. Je pars donc en fin de matinée chercher un test de grossesse. Et pour être honnête, à ce moment-là, quelque chose me chafouine. Toute ma raison me dit que je me fais des films.
que ça ne peut pas être ça, que ça n'a absolument aucun fondement logique au regard des circonstances. J'ai forcément tort. Et puis, merde, si elle avait été enceinte, le médecin l'aurait forcément vue à l'échographie, on rate pas un truc comme ça, même si c'est pas ce qu'on était venu chercher à la base. Et pourtant, tout mon instinct me dit que c'est ça. C'est obligé. Je le sens. Non, impossible, Steph, fais taire un peu cette petite voix, là, t'es plus en maîtrise de rien. Et c'est là que le troisième élément rentre en ligne de compte. Car à mon hypersensibilité s'ajoute encore un élément crucial pour comprendre ce qui se passe dans mon cerveau. Début août 2022, donc tout juste 3 mois plus tôt, je vais me retrouver en arrêt maladie pour 3 semaines. Je ne le sais pas encore à ce moment, mais cet arrêt va se prolonger pendant 8 mois. Diagnostic évident, burn-out. Ça fait des mois que je suis sur ce nouveau projet. Il est pile dans mes cordes, il est le projet qui m'a fait venir en Belgique. En 2019, je participe à son appel d'offres, je multiplie les allers-retours entre Paris et Bruxelles, mes soirs bruxellois, je multiplie les visites d'appartements. Fin 2019, après un billet simple sans retour en Thalys, Rafa, moi et nos 2 chats, on emménage sur Bruxelles. 2 ans plus tard, ma boîte gagne enfin le contrat, c'est un programme titanesque estimé à 300 millions d'euros. Au début, tout va bien, on me file une petite équipe, un bout de projet et roule ma poule. Je suis en relation constante avec le client final, je mène ma barque, en résumé, je suis en charge de faire en sorte que tout ce qu'on va développer répond parfaitement aux besoins exprimés. Je m'assure de la cohérence avec les autres projets qui sont menés en parallèle sur le programme. Je bosse comme un dingue, les difficultés se multiplient, mais on tient bon. Les premiers retours du client sont vraiment corrects, ils reconnaissent les qualités de ce que mon équipe produit, je suis fierté, vous pouvez pas savoir. Et puis les emmerdes s'entassent, je vois le projet partir en couille, je lève des alertes à la direction, qui dit prendre en compte, mais rien ne se passe. Mon chef direct me sourit gentiment, mais ne bouge rien. Pire, il commence à remettre en question mon professionnalisme, commence à me dire que j'alerte pour rien. Alors que j'ai toujours été d'un calme olympien au boulot, depuis des années, et des années, la colère m'emporte. Je m'engueule avec mon chef à plusieurs reprises. Depuis des mois maintenant, je dors mal, mes premières pensées conscientes au réveil sont pour mon boulot, j'arrive plus à me détendre, j'arrive plus à déconnecter, à me reposer, mon cerveau explose. Cela fait donc 3 mois que mes émotions, en clair, c'est le bordel. Tout ce que j'avais enfoui depuis des années et des années me pète à la gueule. La colère, la joie, la tristesse, le doute, l'incertitude, la peur, je me mets à ressentir puissance 8000 toutes les émotions que j'avais soigneusement enfouies et appris à maintenir parfaitement sous contrôle depuis près de 20 ans. Vous voyez vice-versa avec toutes les émotions cachées dans le cerveau qui contrôlent le camp des personnages ? Eh ben imaginez que les miens, ils sont 42, ils sont tous complètement torpillés et ils essayent tous de parler en même temps pour dire qu'ils ont raison. Voilà, je pense que ça résume un peu l'état de ma psyché à ce moment-là. Je ne contrôle plus mes émotions, je n'ai plus de filtre, je ne suis même plus certain moi-même de savoir ce que je ressens au moment où je le ressens. Maintenant que vous avez ce contexte-là, vous ouvrez à nouveau votre mémoire et vous le rangez dans la boîte numéro 3 à côté des 2 hypersensibles-là. Et revenons à notre test de grossesse. Je reviens donc avec le test, je le donne à Rafa, on déjeune ensemble, et puis je file sur l'ordi pour aller geeker, persuadé que de toutes les façons, elle ne ferait pas le test avant le lendemain matin. J'en suis pas à mon premier test de grossesse, je sais très bien qu'il se fait avec les urines du matin. Une petite heure plus tard, je suis à fond sur ma partie, et en plus, je perds. Je suis ronchon, Rafa passe la tête de la porte, et me fait « Steph ?» Je retire une oreille de mon casque, et il lui dit d'un ton bien plus ronchon que je ne le souhaite à ce moment « Oui, quoi ? Tu peux venir voir une seconde ? Attends, je peux pas, là, j'arrive dès que j'ai fini. » Voilà. Maintenant, si vous aviez un peu de respect pour moi, à ce moment, votre respect vient de s'effriter. Et vous auriez bien raison. Malgré tout ce que je viens de vous expliquer, moi-même je m'en veux d'avoir réagi comme ça, et c'est pas fini. J'arrive dans le salon, Rafa me demande de m'asseoir. « Non, ça va, merci. Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Elle insiste. « Non, mais assieds-toi. » Je perds patience. « Non, c'est bon. C'est quoi, t'es enceinte, c'est ça ?» Pro tips. Ne faites jamais, jamais, jamais ça. À tout jamais, j'aurais gâché à Rafa le plaisir de ce moment, de cette annonce. Et toute ma vie, je m'en voudrais pour ce moment gâché. Moi, l'hyper-empathique, le fier d'être bienveillant, prends bien toi ça dans les chicots et grave-toi bien cette sensation dans le crâne. Réponse de Rafa, oui. Et là, c'est le bug total. L'erreur 404, la déconnexion totale. Vous vous souvenez du rideau de fer dont je vous parlais au début de l'épisode ? Bam, ça tombe. Hypersaturation, mon cerveau déconnecte. En fait, pour être exact, c'est pas vrai. C'est mon faciès et mon corps qui déconnectent. Je suis sans réaction aucune, une enveloppe inanimée. Mais mon cerveau, lui, il bouillonne complètement.
Comprenez une chose, dans mon schéma de pensée, je fonctionne en arborescence. À chaque décision que je prends, à chaque information qui m'arrive, à chaque dialogue que je vis ou que j'anticipe d'avoir, je fabrique des arborescences. Si je fais l'étape 1, alors il va se passer l'étape 2 ou l'étape 3. Et s'il se passe l'étape 2 alors que je dis A, il va se passer ça, ou ceci, ou encore machin. Et si jamais j'avais dit B à la place, alors il se serait passé bidule ou tartiflette. Parfois, c'est à l'échelle de quelques minutes, le temps d'une discussion, et parfois c'est à l'échelle de quelques semaines, quand on réfléchit aux vacances par exemple, et parfois, quand c'est un grand projet, une grosse décision, cet arbre s'étend sur des années et des années. Or, depuis des mois maintenant, dans ma petite tête, j'étais tranquillement en train de fermer la porte qui menait à l'arbre intitulé « Rafa et Steph et un bébé ». Quand tout d'un coup, ce « oui » vient de défoncer cette porte à grands coups de shotgun en gueulant « FBI, everybody down !» L'arbre explose tout son feuillage dans mon crâne en une microseconde. Et ça veut dire qu'il va y avoir grossesse. Et est-ce que Rafa va être en suffisamment bonne santé pour ça? Et je suis en arrêt maladie. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour subvenir à nos besoins? Et nos moments de couple, ils vont disparaître? Est-ce qu'on va gérer? Est-ce que je vais être un bon père? Et quand il ou elle aura son premier chagrin d'amour, comment je vais faire pour le ou le rassurer? Déjà, ça va être un garçon ou une fille? Oh putain, si c'est une fille, j'aurais tellement peur qu'elle se fasse agresser. Et si il ou elle veut aller à la fac, on aura les moyens? Et qu'est-ce que je vais lui dire pour lui faire aimer l'école? Et si il ou elle ne veut pas y aller parce qu'elle déteste ça? Et puis on reste en Belgique ou on rentre en France? On n'a personne pour nous aider ici. C'est quel pays qui a le meilleur système scolaire? Et le système de santé? Est-ce qu'il ou elle va être en bonne santé? Et si il ou elle est prémate? Et s'il y a fausse couche? Putain, et si je reprends le boulot à plein temps, comment je vais faire pour être à la maison? Est-ce que je vais réussir à être assez présent? Est-ce que je vais réussir à lui faire aimer ce que j'aime? Est-ce que je vais aimer ce qu'il ou elle aime? Est-ce qu'on fera des jeux de société, des pique-niques? Est-ce qu'on ira en vacances dans d'autres pays? Est-ce que nos amis resteront des amis quand on sera parents? Est-ce qu'on l'annonce maintenant? Est-ce qu'on attend d'être sûr que l'œuf soit viable? Et déjà, on le garde, cet enfant, ou pas? On l'a voulu, mais est-ce qu'on le veut encore? Et Rafa? Oh putain, Rafa. Je peux le jurer sur ma vie, il ne s'était pas passé plus d'une seconde. Mais cette seconde de non-réaction totale de ma part a été une éternité de souffrance pour Rafa. Je ne savais plus comment réagir. Je ne savais plus si j'étais paniqué, apeuré, triste, ou si j'étais joyeux, excité, impatient, ou si j'étais tout à la fois. Et ce n'est qu'en écrivant cet épisode que je réalise vraiment ce qui m'est arrivé ce jour-là. Les deux faces de ma personnalité, l'hypersensible et l'hyperrationnel, sont entrées en collision. Mon hypersensibilité refoulée m'a claqué au visage toutes ces émotions que j'avais soigneusement appris à étouffer, à contrôler. C'était pour moi une totale perte de contrôle. Je ne savais plus où j'étais. Et l'hyperrationnel s'est retrouvé dans un état de panique à se dire, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, mais non seulement c'est pas possible puisqu'elle vient d'avoir une échographie, mais en plus c'est un nombre de contraintes monstrueuses. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais y arriver? D'extérieur, je me revois alors m'interdire complètement de réagir. Pour moi, à ce moment, il ne le fallait pas. Je voulais pas inquiéter Rafa avec mes propres réactions et ma propre panique. Je lui ai alors demandé, et alors, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne, je crois. Partiellement soulagé de savoir que c'était une bonne nouvelle pour elle, je me suis très légèrement détendu. Mais l'hyperrationnel a repris le dessus en moi et j'ai commencé à me poser des milliers de questions supplémentaires. Et la pire de toutes, et si jamais on changeait d'avis? Et si jamais je changeais d'avis? J'avais besoin de construire mes arbres de décision, de les ranger, de les organiser. Je devais connaître toutes mes options, et j'ai donc commencé à me demander, c'est quoi notre date butoir si jamais on ne devait pas le garder? Si on changeait d'avis? Si le bébé était gravement malade? C'était quoi la date définitive avant qu'on ne puisse plus revenir en arrière? J'ai commencé à partager mes doutes avec Rafa. J'avais besoin de m'asseoir. J'avais besoin d'un verre, j'avais besoin d'arrêter de penser. Je me suis servi un verre de rhum que j'ai bu cul sec, je m'en suis servi un second et je me suis assis. J'ai regardé ce test de grossesse posé sur la table du salon, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo du test de grossesse à côté du verre de rhum. Et j'ai rigolé. J'en aurai besoin pour me souvenir plus tard. Je fais une parenthèse ici. On en a longuement discuté plus tard, Rafa et moi, de cette réaction ou non-réaction de ma part. J'ai mis beaucoup de temps à être capable de verbaliser ce qui s'était passé dans ma tête cette milliseconde-là. Je sais qu'elle a réussi à me comprendre, mais j'ai aussi compris que mes doutes l'ont beaucoup inquiétée. Mais de mon côté, l'entendre dire qu'elle était sereine, que ça allait aller, qu'on serait à la hauteur, ça m'a énormément apaisé. Je sais que je lui ai gâché son moment ce jour-là, et j'en suis sincèrement désolé. Et Raph,
je ne te remercierai jamais assez d'avoir eu cette patience, d'avoir essayé de me comprendre et de m'avoir rassuré. Je suis infiniment désolé et infiniment reconnaissant. J'en reviens à mon histoire. J'étais donc là à contempler ce test de grossesse et à me dire que ça y est, c'est en train d'arriver. Et j'étais là à me demander, c'est quand qu'on referme définitivement la porte à une vie de couple sans enfant ? Est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que c'est quand on peut plus avorter ? Est-ce que c'est quand le bébé est né ? Quand est-ce qu'on devient parent ? Et jusqu'à quand est-ce qu'on peut se rétracter si nécessaire ? En Belgique, l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse. Je ne sais pas si vous allez me comprendre sur ce coup, mais j'avais besoin de savoir quand est-ce qu'était cette date de 12 semaines. Non pas que je voulais que Rafa avorte, c'était pas un souhait, c'était vraiment, ok, si jamais on devait le faire, quelle serait la limite ? Nous avions déjà discuté de ces sujets en amont. Quelles étaient les 4 forces majeures qui feraient qu'on choisirait l'IVG ? La trisomie, les maladies lourdes, les malformations, mon potentiel décès. C'était pour nous les cas où on était quasiment certain qu'on n'arriverait pas à tenir le rôle de parent. Du moins, pas sans flinguer notre santé, notre couple ou nos vies. Des sacrifices que nous n'étions pas résolus à faire. Mais l'avortement pour changement d'avis, c'était pas prévu à la base et franchement, j'avais un peu honte d'y penser. Mais bordel, la pression de ne pas être à la hauteur me faisait flipper. Quoi qu'il en soit, désormais il fallait aller faire la prise de sang. S'assurer que tout ça n'était pas qu'un simple faux positif. Le lendemain soir, nous avions les résultats. Rafa était bel et bien enceinte, mais ces taux de je sais pas quoi indiquaient soit que nous attendions des jumeaux, soit qu'elle était déjà enceinte de 6 à 8 semaines. Normalement, ce test se fait juste après le retard des règles, et madame en est généralement à 2 semaines de grossesse. Mais 6 à 8 semaines ou des jumeaux, oh putain, panique stade 2 activated. Et c'est là que mon cerveau a mis en place une espèce de barrière. Concrètement, je me suis empêché de me réjouir trop fort tant que cette barrière des 12 semaines n'était pas levée. Mon état émotionnel m'en empêchait complètement. J'aurais difficilement été capable de me relever si j'avais commencé à pleinement me réjouir et d'apprendre que nous devions stopper la grossesse. Ou encore la fausse couche. Je dis pas que j'étais pas joyeux ou excité, juste je n'arrivais pas à l'être pleinement. Nous avons eu à nouveau de nombreuses discussions avec Rafa. Comment est-ce que chacun se sentait maintenant et se sentait à l'idée de devenir parent. Elle semblait beaucoup plus sereine que moi sur ce point. Je lui ai alors expliqué que je prendrais alors le rôle du pessimiste pour ces prochaines semaines, que je ferais de mon mieux pour me réjouir de chaque étape, mais que je continuerais à envisager le pire et prendre les mesures adaptées. C'était par exemple ne pas l'annoncer pour l'instant, ne pas commencer à investir dans les tenues pour bébé, etc. Je ne me concentrerai que sur le suivi factuel de la grossesse pour ces 4 à 6 semaines. Le raisonnable, le complet jusqu'au bout, le mec qui est coincé dans son truc quoi, tu vois. C'était pour moi une manière de me protéger, une manière de m'assurer que j'allais entrer dans cette étape de ma vie sans laisser derrière moi d'unfinished business. Envisager le meilleur en se préparant au pire. Cette période a été plus dure que je ne le pensais. Je le savais pas encore à ce moment, mais maintenant que j'y repense, je le conceptualise vraiment comme une manière de faire le deuil de notre vie de couple sans enfant. Et puis, pile 1 semaine après le test de grossesse, nous avons été à l'échographie de datation. Pour la première fois, j'ai entendu son cœur. Le cœur d'un flageolet en noir et blanc sur un écran. Dès ce jour, j'ai commencé à sentir des fissures dans ma grande barrière. Cela devenait difficile de ne pas se réjouir de ce que nous vivions. Mais j'étais quand même angoissé, car il fallait encore quelques tests pour nous assurer que les plus grands risques seraient levés. Cependant, j'envisageais de moins en moins le changement d'avis. Je me revois encore dans ce restaurant thaï en sortant de cette échographie le 15 novembre 2022. J'étais là, devant ma couac, les yeux humides d'émotion, en me répétant « Putain, j'y crois pas, putain, putain. » J'ai dû enchaîner environ 50 millions de putains à essayer d'éteindre un peu les arborescences là dans ma tête qui essayaient de partir dans tous les sens. Donc à la fois ému et terrifié, moi, Stéphane, tout juste 37 ans, tout juste capable d'être entièrement responsable de moi-même, fuyant les déclarations d'impôts comme la peste, en plein burn-out, j'allais devenir papa. Oh vain Dieu. Je ne voulais pas encore tourner la page.
L'image du couple libre de tout enfant, libre de grandes responsabilités, multipliant les voyages dans des trucs adultons de lit, complètement hors saison, avait encore la vie dure au fond de mon esprit. Je n'arrivais pas à la laisser partir. Et pourtant, nous étions déjà en train d'établir des listes de prénoms potentiels. On réfléchissait déjà à comment l'annoncer à nos familles. Je nageais en pleine dichotomie mentale. Et puis, il y a eu la prise de sang qui nous donnerait le sexe de l'enfant. Tous les deux, à l'hôpital, devant le gynécologue, je me surprends à retenir mon souffle. C'est une petite fille. À partir de là, c'était le début de la fin du début. La fin de ma vie d'avant, le début de ma vie d'après. Petit à petit, la porte s'est refermée sur cette immense branche dans ma tête, et sa perspective s'est effacée, tranquillement de jour en jour, jusqu'à disparaître complètement, ne laissant la place qu'à cette branche de parentalité. Une petite fille, bordel. Mais comment est-ce que je vais gérer ça ? Tout ça, j'essaierai de vous le raconter dans les prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous. Enjoy.